Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis toujours animé par cette envie de vous faire voyager avec moi. De fait, nous allons à nouveau parler d'un isekai. Et celui-ci, autant le dire, j'ai pris mon temps pour le regarder, mais ce que je retiens de mon expérience de visionnage, c'est que par instant, il m'aura mis mal à l'aise. Très souvent, il m'aura intéressé et intrigué. Et au bout du compte, il m'aura fait passer un excellent moment. Parce que pour moi, cet isekai, il présente des qualités qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le genre. Alors, on ne va pas perdre plus de temps et nous allons nous intéresser aujourd'hui à Mushoku no Tensei Jobless Réincarnation. Tout petit disclaimer avant de se lancer pleinement dans le sujet de cette vidéo, nous sommes dans l'émission Allons discuter. C'est une émission dans laquelle je vais vous partager mon ressenti sur cette œuvre en vous disant qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Et pour ce faire, il y aura quelques zones de spoil, je tenais à vous avertir parce que je tiens à ce que notre relation soit la plus saine possible. Maintenant que les bases ont été fondées, je vous laisse à la vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un petit détour vers le contexte. Et de quoi va nous parler Mushoku no Tensei? On va suivre à notre époque un jeune japonais d'une trentaine d'années qui semble ne pas faire partie de la vie active et qui va se faire jeter dehors comme ça sans raison au beau milieu de la nuit. On ne sait pas si c'est par ses bailleurs ou alors par ses parents, mais une chose est sûre, durant sa virée nocturne un peu forcée, il va croiser des jeunes qui, semble-t-il, vont se faire faucher par le camion des clichés des isekai. Et notre héros sans nom, se sentant pousser des ailes par ce cliché scénaristique, va tenter de les sauver, mais malheureusement, ce sera lui qui va perdre la vie ce soir-là. Et quelques minutes plus tard, on va le retrouver en étant réincarné dans le corps d'un nouveau-né. Et c'est à partir de là que notre histoire va commencer dans un monde qui semble être à la fois mystérieux, magique et fantastique. Donc là, maintenant que nous avons fait le tour de la présentation de l'œuvre, maintenant on va s'intéresser au fond et à la forme et voir en quoi cet isekai se détache un peu beaucoup des autres. Alors, comme j'ai pu vous le dire lors de l'introduction, nous allons donc suivre notre protagoniste sans réincarné dans la peau d'un bébé qui ici va s'appeler Redius Greyheart. Nous allons donc le suivre dès le moment de sa réincarnation jusqu'aux derniers épisodes que nous avons actuellement. Et ce qui est super intéressant avec ce parti pris de le suivre depuis le moment de sa naissance, c'est que ça va nous mettre à la même échelle que Redius et donc nous donner l'occasion de découvrir cet univers de manière progressive tout en passant par différentes phases. Et l'une des toutes premières phases par lesquelles nous allons passer, c'est la curiosité et l'incompréhension. Et il faut savoir que ces deux aspects-là sont parfaitement représentés par la scène de sa naissance, parce que quand Redius va ouvrir les yeux sur ce nouveau monde, il va d'abord être pris par un sentiment de curiosité en portant son regard vers la gauche puis la droite pour essayer de se repérer dans ce nouvel espace. Mais très rapidement, lui comme nous allons être pris par l'incompréhension parce que nous allons découvrir le nouveau visage de ses parents, mais surtout, ils vont nous parler une langue que ni lui ni nous sommes capables de comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se dire, ok, la toute première étape d'adaptation, c'est que je comprenne ce qu'il m'était raconté, mais surtout que je découvre ce nouvel espace dans lequel je grandis. Et en fait, chacune des informations que nous allons découvrir vont passer par cette phase de curiosité et de compréhension. C'est d'ailleurs à cette occasion-là, lorsqu'on va le revoir après 4 ans, qu'il va apprendre l'existence de la magie. Il va d'abord être porté par un sentiment de curiosité. Ensuite, il va essayer d'appréhender les notions de celle-ci jusqu'à la mettre en pratique et tester ses limites. Et en fait, j'aime beaucoup cette façon que l'anime a, pas de nous prendre par la main, mais de réellement nous mettre en groupe avec ce protagoniste principal et d'avancer littéralement en même temps que lui. Même en termes de rencontre de personnages, ça se fait de manière tout aussi naturelle. On va d'abord découvrir ses parents, puis découvrir potentiellement son voisinage, et ainsi de suite. À aucun moment, l'anime va nous bousculer. Et surtout, quand je mets en comparaison avec d'autres isekai dans lesquels notre héros va arriver dans un monde de manière ultra brutale, on va avoir une flopée de rencontres en même pas quelques minutes, on va avoir une flopée d'informations qui vont nous tomber dessus en même pas quelques minutes. Tout est fait de manière brutale et ultra digeste, de manière à ce qu'on ait le maximum d'informations en peu de temps. Là, on est dans un contexte diamétralement opposé et ça, je vous le dis, ça fait clairement du bien.
Alors, deuxième grosse qualité de l'anime, même si Rudius a une très bonne capacité d'apprentissage, même s'il a de très bonnes dispositions pour pratiquer la magie, il ne va pas arriver là en mode je suis le boss du game, je suis l'élu, j'ai très bien choisi la pilule, merci de m'avoir attendu, je vais changer vos vies les gars. Non, pas du tout. Quand il va se passer des choses pour lui, très souvent, c'est pas parce qu'on lui a dit qu'il doit avoir ce statut-là, mais c'est plutôt parce que il va prendre des décisions qui vont avoir des conséquences, il va avoir des échanges conversationnels qui eux-mêmes vont avoir des conséquences et qui vont lui permettre en fait de dépasser certains de ces traumatismes qu'on va découvrir au fil de l'anime. J'en veux pour exemple, lorsqu'il va tomber amoureux de Sylphie, on va apprendre en fait qu'il veut quitter son village, il commence à y penser, mais il a peur parce qu'en fait sa scolarité dans le monde réel, c'est excessivement mal passé. Et c'est là en fait qu'il va avoir une conversation avec son père qui va lui dire ok, t'es amoureux de Sylphie mon gars, mais il va falloir que tu t'émancipes un petit peu et que tu commences en fait à gagner en pouvoir financier, en pouvoir magique, en pouvoir d'épéiste pour pouvoir protéger la future famille que tu auras potentiellement avec Sylphie. Tu ne peux pas rester ici dans le village pourquoi? Pour finir aliéné. Et là, en fait, il va prendre conscience qu'il va falloir qu'il se dépasse et qu'il a l'occasion, en fait, d'avoir une seconde chance qu'il pourra matérialiser d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est grave kiffant. Ça ne donne pas l'impression de suivre quelqu'un qui a un destin particulier. Mais, il faut dire ce qui est, cette sensation, elle ne dure que le temps de la première partie. Ça va très vite s'estomper lorsqu'on va commencer la deuxième, durant laquelle il va avoir une catastrophe, dans laquelle Rudius va se retrouver très éloigné de son domicile familial. Il va se retrouver sur la terre des démons avec une de ses complices. Et là, en fait, on va avoir un dieu qui semble être omnipotent, qui va commencer à donner des conseils à Rudius pour qu'il puisse sortir de ce continent. Ben là, j'ai envie de dire, même si on a un petit fil rouge qui commence à être tissé par cet être omnipotent, c'est pas pour autant que Rudius est tout de suite quelqu'un de particulier, même si à un moment donné, il va se sentir imbu de lui-même parce que littéralement, la vie et cet être omnipotent vont lui faire des cadeaux incroyables comme un œil qui lui permet de voir le futur. Très souvent, la réalité va lui mettre une gifle à chaque fois qu'il se sent pousser des ailes parce qu'en fait, lorsqu'il va se dire « Ok, je peux gérer la situation », très souvent, ça ne se passe pas du tout comme prévu et ça se solde par la mort d'un innocent qui lui fait lui rappeler que non mon gars, tu n'es pas si particulier que ça. Et je trouve que vraiment cet équilibre en mode tu as peut-être un destin incroyable mais tu restes un être humain donc calme-toi est parfaitement bien mené tout le long de l'anime. Alors là, nous venons de faire le tour des deux principales qualités de l'anime dans son fond. Mais il faut savoir qu'il y a tout de même un aspect qui m'aura mis un petit peu dans la gênance et dans la malaisance. Même si globalement l'anime arrive à me faire oublier ce détail, très souvent je me pose et je me dis « Ah ouais quand même ». Et c'est un tout petit détail en fait. C'est juste que Rudius c'est un gamin avec l'âme d'un homme de 30 ans. Et en fait, sachant que l'aspect charnel est très présent dans l'œuvre, les gens sont là pour procréer, ça se sent et ça se voit. De son côté, Rudius a conservé cette petite âme un peu perverse qu'il avait déjà dans le monde réel. Et des fois, j'étais en mode « Ah ouais, mais c'est chaud quand même ». Et j'étais en mode « Ok, là, je vais prendre mon téléphone. Laissez-moi juste passer un petit coup de fil. » À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée Unité spéciale pour les victimes. Mais bon, comme je le disais un peu plus tôt, l'anime arrive à me faire oublier cet aspect-là et je me laisse prendre au jeu car certaines scènes sont véritablement très drôles. Mais nous n'allons pas nous épancher là-dessus, nous allons lentement nous diriger vers la conclusion de cette vidéo en parlant de la forme de cette œuvre. Et que dire, c'est tout à fait honorable. L'animation est constante du premier jusqu'au dernier épisode. La direction artistique, je la kiffe vraiment parce que ce soit dans la représentation des sorts, que ce soit dans l'animation des combats, que ce soit lorsqu'on veut nous représenter une nouvelle contrée, lorsqu'on veut nous faire comprendre le gigantisme de quelque chose, c'est toujours très bien fait et très détaillé. Mais je dirais que pour moi, ce qui m'a agréablement surpris et marqué, c'est qu'il n'y a pas d'opening à proprement parler. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on va avoir une chanson d'opening, mais les images qui vont nous être montrées
c'est peut-être par exemple la nouvelle ville dans laquelle nos héros vont évoluer, ou alors ça va être véritablement les premières scènes et les premières secondes de l'animé. Et en fait, ça donne quelque chose d'assez stylé dans le sens, on ne quitte jamais réellement l'histoire, sauf au moment de l'ending. Et pour moi, je trouve que c'est super génial. Après, ce n'est qu'un ressenti. Mais en ce qui me concerne, je pense avoir fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. De votre côté, est-ce que vous connaissez Mushoku no Tensei? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et sachant que la deuxième saison a été annoncée récemment, est-ce que vous êtes hypé par l'arrivée de celle-ci ou pas? Et en attendant que vous me partagez vos réponses, bien évidemment, je vous souhaite une très 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 belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.